La deuxième partie de notre discussion, puisqu'on est sur un récap un peu de l'été, FIBA World Cup, les États-Unis sont au programme de hype, puisque les États-Unis ne sont pas champions du monde. C'est une habitude pour eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, les États-Unis et les championnats du monde ou la Coupe du Monde, c'est pas forcément la grande histoire. On va vous montrer un petit peu le tableau de participation justement de USA Basketball aux États-Unis. Vous verrez que c'est pas top. On va se poser cette question, nous, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du USA Basketball quand il s'agit de parler de Coupe du Monde. Est-ce que c'est un désintérêt, un désamour? Est-ce qu'il y a un souci de profondeur quand il s'agit d'aller chercher un effectif cohérent pour jouer? Parce qu'on sait très bien que maintenant les stars font un peu l'impasse sur cette date-là. Dites-moi un petit peu, donc voilà le classement qui s'affiche. 6e en 2002, 3e en 2006, donc premier en 2010-2014, ça se passe plutôt bien. Et 2019, on est passé un peu sur le corps des Américains, donc on sait. Et puis 2023, 4e. Yann, tu étais pareil du côté de la Coupe du Monde en Indonésie. Je ne sais pas si tu as vu quelques matchs en direct de Team USA, mais est-ce qu'on a un problème de profondeur, de construction d'équipe? Est-ce que c'est un désamour pour cette compétition? Dis-nous tout. Je pense qu'il y a un peu évidemment de tout, il y a plusieurs facteurs, mais vous avez bien vu que l'équipe qui est venue en Indonésie, il n'y avait aucun membre de l'équipe championne olympique. Donc ça dit tout. Et il n'y avait aucun membre des équipes All-NBA. Donc à leur décharge, il y a certains joueurs comme Anthony Edwards, Tyrese Haliburton qui vont finir dans les meilleures équipes NBA d'ici 2, 3, 4 ans, probablement, parce qu'il y a des joueurs de grand talent. L'équipe semblait relativement complémentaire, avec une présence intérieure plus intéressante que ces dernières années. On sait que c'est leur point faible majeur. Et dans le jeu international, c'est vraiment quelque chose qui est très important d'avoir des très grands. C'est là-dessus qu'on les a battus plusieurs fois. C'est grâce à notre domination intérieure avec Rudy Gobert, Vincent Poirier, c'est vraiment Moustapha Fall. C'est sur ce secteur-là aussi qu'on appuyait. Donc il y a un désamour et puis il y a un problème de vécu collectif. Donc là, tout le monde les plaçait favoris. Mais moi, j'ai envie de dire, parce que c'est les États-Unis, j'ai envie de dire, en fait, personne n'ose dire, en fait, ils ne sont pas favoris. Juste parce que c'est les États-Unis. Là, il faut voir la réalité en face. Ils avaient un coaching staff exceptionnel avec Steve Kerr, mais ça ne remplace pas le vécu collectif. Le vécu collectif de Canada Basketball, on vient d'en parler, il date pas non plus de plusieurs saisons de joueurs qui ont joué ensemble. Et pourtant, on a l'impression que la dynamique est plutôt positive quand on voit Canada. Ils se connaissent aussi beaucoup au Canada. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas, même s'il y en a beaucoup qui ont joué en université ensemble, quelques-uns qui sont coéquipiers en club. Il y a quand même plus cette continuité-là, je trouve, dans l'équipe canadienne que l'équipe américaine. Et puis, il y a la fraîcheur. N'oubliez pas la fraîcheur. L'équipe de France, c'est aussi là-dessus qu'elle a pêché. Elle pensait tout le monde pensait qu'elle concourait pour les médailles. Et je pense que la partie de tableau, mais on en parlera après, n'a pas facilité leur travail. Mais néanmoins, il y a quelques années, l'équipe de France était vraiment dans ce costume d'outsider. Là, les Canadiens ont tout approuvé et ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, ils ont une espèce de fraîcheur que les autres n'avaient pas. Et les États-Unis, ils n'ont plus ça, ou ils n'ont pas ça. Pourquoi il faut créer à chaque fois une Redeem Team? C'est qu'ils sont sur d'eux. Et il y avait un argument qu'avait développé JJ Redick dans son podcast qui était très intéressant. Il disait les Américains, en fait, ils sont chacun stars dans leur équipe, donc c'est plus difficile pour eux de venir en équipe nationale et de baisser leurs standards par rapport à d'autres joueurs, même si ça ne s'applique pas forcément au Canada, cet argument, mais c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est plus dur pour eux de faire certains sacrifices. Et c'est comme ça qu'il expliquait qu'il y ait pas mal de stars qui déclinent la sélection l'été. Perspective maintenant avec USA Basketball, vous le savez tous, les JO arrivent très vite, là, dans quasiment 11 mois à Paris. Les USA sont tenants du titre, voire même triple tenants du titre. Donc on peut penser qu'ils vont vouloir garder leur couronne. Quelle équipe à Paris 2024? On peut se poser la question de savoir s'il faut ressortir un LeBron qui aura quasiment 40 ans à Paris. Steph Curry, qu'est-ce qu'on fait pour USA Basketball? Est-ce que c'est pas lui qui va décider déjà, LeBron? C'est lui qui a décidé. Il a déjà décidé. Donc c'est vrai que si on part un 5 majeur avec LeBron, Steph Curry, Durant, donc Tatum, ou après Anthony Davis ou Embiid, c'est vrai que c'est très sérieux, mais je pense que vraiment le grand facteur ici, c'est... Il n'est pas français, Joel Embiid? Non, on ne sait pas. Voilà. Réponse peut-être le 10 octobre. Si à Joel Embiid, je ne vois pas qui peut les battre, franchement. Ça va dépendre de Joel Embiid.
pas que, mais déjà quand les joueurs que j'ai cités avec ce 5-là, normalement tu peux partir à la guerre. Mais on a vu que c'était pas toujours le cas, le basket FIBA, les règles différentes, il y a beaucoup de facteurs, et puis la concurrence affamée, quoi, on l'a encore vu lors de ce mondial. Le niveau du basket international a complètement explosé. Évidemment, on est dans une nouvelle ère. C'est évidemment pour ça aussi que les États-Unis n'arrivent plus à... D'ailleurs, ça découle de tout un faisceau de facteurs au niveau de la formation même, puisque vous voyez que les joueurs ont tendance à arriver trop tôt. Vous observez comme moi le développement des coachs individuels au détriment souvent des fondamentaux collectifs. On voit plein de jeunes qui arrivent beaucoup trop tôt parce qu'ils ont un potentiel, donc ils sont draftés. Et effectivement, c'est dur aujourd'hui de dire non quand on est drafté. Je veux dire, on a un contrat garanti, premier tour, quelques millions, enfin, etc. Et puis la perspective, on ne peut pas dire non en fait. Mais le problème, c'est que ça génère un système où les joueurs sont moins prêts, contrairement aux joueurs en Europe, qui eux évoluent en pro, grandissent en pro. Quand tu dis moins prêts, excuse-moi de te couper, c'est que finalement on passe beaucoup de temps à apprendre son métier et en observant parfois des fois, plutôt qu'en expérimentant sur le terrain. Et pour le coup, il y a des retards qui se font derrière, après, sur le plan international, quand il faut se confronter aux uns et aux autres. Et on n'est plus aussi performant que ce que le statut laisse entendre, quoi. Ouais, et n'oubliez pas qu'en NBA, le calendrier est infernal. Ça veut dire que tous les joueurs vous le diront, ils n'ont pas énormément de temps pour s'entraîner, ce qui veut dire que pour se développer individuellement, c'est possible, il y a des fenêtres, etc. Mais les entraînements collectifs, le basket collectif, le moment où on apprend à jouer vraiment, il y a pas mal de joueurs européens qui surpassent les potentiels et les talents américains, en tout cas à l'entrée en NBA, parce qu'ils arrivent avec cette expérience, comme Luka Doncic, dont les ricains disaient qu'il allait être, je sais pas, trop lent, trop je sais pas quoi. Mais non, en fait, le mec était MVP avec le Real Madrid, il avait écrasé l'Euroleague, il avait gagné le championnat d'Europe en dominant, en étant mineur. Enfin, c'est du délire. Donc, et dans les All-NBA Teams de cette année, je crois dans les deux premières, je ne veux pas dire de bêtises, dans la première, je crois qu'il y a un Américain, je crois qu'il n'y a qu'un seul Américain dans la première. Donc ça vous dit tout, quoi. Est-ce que... Oui, vas-y. On parlait de calendrier, il y a aussi le changement de calendrier qu'a joué, parce qu'on sait qu'ils ont toujours privilégié les JO aux mondiaux, et maintenant, vu qu'il n'y a plus qu'un an d'écart entre les deux mondiaux et JO, ils ne veulent pas passer 2 étés à faire des compétitions internationales, et ils préfèrent évidemment les JO, ça a toujours été... C'est vrai que la formule quand même, on en reparlera, on aura le temps de se poser aussi sur les JO, mais la formule Coupe du Monde a changé, elle implique quand même plus de matchs que la formule JO pour arriver en finale. C'est même une compétition, il faut le dire clairement, c'est une compétition plus difficile, la Coupe du Monde est plus difficile que les JO, parce que c'est plus dur de rentrer dans le pool des équipes aux JO, il n'y a que 12 équipes aux JO. Vous vous rendez compte, vu le basket, c'est un des sports les plus concurrentiels au monde avec le football, donc être parmi les 12, c'est déjà un miracle. C'est pas par hasard si la France a galéré en 2004, en 2008, je veux dire après avoir été médaillée d'argent en 2000 pour retrouver les JO, donc c'est dur. Et en Coupe du Monde, il y a beaucoup plus d'équipes fortes en fait, donc c'est très difficile. Yann, Paul, on parlait de la domination du USA Basketball et de la NBA, du basket américain de manière globale. Je suis sûr que vous avez suivi un petit peu l'actualité du côté de Budapest et des championnats du monde. Et un certain Noah Lyles, champion du monde sur 100 mètres et 200 mètres, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est exprimé un petit peu sur le fait d'être champion du monde de quoi quand on est champion NBA. Donc ça a fait un peu de bruit, la décla qui s'affiche. Donc je vous laisse la lire. On va nous essayer de se positionner un peu et de savoir si on est OK avec la déclaration de Noah Lyles. Je la résume. Quand on est champion NBA, on est champion du monde de quoi? Est-ce qu'on est champion du monde sur le plan planétaire ou est-ce qu'on est simplement champion des États-Unis? Pour lui, on n'est que champion des États-Unis à partir du moment où on ne s'est pas confronté à la concurrence espagnole, lettonne, allemande. D'ailleurs, on va rappeler que les Allemands sont champions du monde, donc ils peuvent être cités dans cette phrase. Moi, je voudrais avoir votre avis. Il y a des détracteurs, il y a effectivement des sympathisants. Sympathisant Giannis Antetokounmpo, qui est complètement d'accord avec la déclare. Tous les joueurs non-américains. Non-américains, voilà. Et puis Kevin Durant, Damian Lillard ont vite été tweetés ou xés, entre guillemets, pour donner leur avis. Quel est le vôtre? On va se faire un petit focus, d'accord, pas d'accord? Est-ce que toi, tu sens mettre d'accord avec... Non, là, évidemment. Enfin, c'est juste, encore une fois, une question de sémantique. OK. Voilà. Eh ben, on t'écoute, alors. On dit champion du monde. Enfin, je veux dire, pour être champion du monde, il faut faire un championnat du monde, ce que n'est pas la NBA. Alors, ils avancent comme argument que c'est les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde. Certes, ils affrontent aussi des joueurs étrangers. Les meilleurs joueurs étrangers du monde, la plupart en tout cas, sont en NBA. Mais c'est peut-être la meilleure équipe du monde, le champion NBA, mais ce n'est pas le champion du monde. Enfin, je veux dire, c'est complètement logique. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois une question de sémantique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le meilleur championnat du monde? Si, c'est le meilleur championnat du monde, mais tu ne peux pas être champion du monde si tu n'affrontes pas d'autres équipes mondiales.
mondial, des sélections. Enfin, pour nous, ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Yann. Mais... moi, je ne suis pas d'accord. Eh ben, on va écouter Yann tout de suite. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire et tu as évidemment en partie raison. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé ces dernières années en NBA que je trouve très intéressant, c'est que malgré la mode que moi je trouve insupportable des super teams, qui rompt avec la culture de mon enfance où il y avait des rivalités avec une grande superstar dans chaque franchise, eh ben, les super teams, à l'exception de quelques fois ou quelques-unes, comme Miami en 2012-2013, ne parviennent pas à gagner ces dernières années. Ce sont les équipes qui ont construit dans la continuité, Golden State, Milwaukee, qui ont fait confiance à leurs joueurs, et Denver, c'est encore un exemple éclatant, qui aurait pu faire éclater leur équipe quand Jamal Murray se blesse il y a 2 ans, qui l'attendent et qui réussissent à construire, qui ont confiance dans leur coach, dans leur noyau d'équipe et qui arrivent jusqu'au titre. Pour moi, ça montre que c'est des équipes qui sont à l'épreuve qui sont capables en fait de faire plus. C'est pas juste des collections d'individualités. Et à partir du moment où elles savent jouer ensemble, on voit le jeu des Warriors où ça coupe de partout, ça va vite. Je veux dire, c'est un jeu qui est riche. C'est pas juste un jeu où on tire et on domine athlétiquement ou en vitesse. Donc je pense que ces équipes, moi, on pourrait les mettre face aux champions du monde. Et moi, je les verrais plutôt gagner à chaque fois. Donc tu verrais plutôt les Warriors bien s'en tirer s'ils devaient rencontrer un Real, un Barça ou un CSK. Oui. Mais alors, ça, c'est le débat sur meilleure équipe du monde. Moi, c'est vraiment juste sur le titre champion du monde. Moi, ça m'a toujours choqué. Même les Bulls, au début des années 90, jouaient World Champions. Enfin, tu comprends pas. Enfin, c'est pas un championnat du monde qui dit. Après, est-ce que justement la domination jadis, dans les années 80, 90 et peut-être même début des années 2000, induisait automatiquement le fait que si on est un titre NBA, on soit capable d'aller jouer au Fener et puis en passer 30 au Fener. C'était ça un peu l'idée des Américains. Oui, bien sûr, c'est l'idée des Américains. Voilà. Par contre, on a basculé dans une nouvelle ère et effectivement, on ne domine plus autant. Non, mais oui, il y a un côté arrogant aussi, tout simplement. Oui, mais je me souviens, interview de Bill Cartwright, justement, des Bulls, pivot des Bulls dans les années 90, on lui demandait qu'est-ce qu'il pense du basket français. Il demande est-ce qu'on joue au basket en France? Tu vois, oui, d'accord. Et pour eux, c'est overseas, c'est ce qu'il y a derrière la mer. Il y a un mépris qui est moins présent aujourd'hui, mais quand même toujours là. Bon, voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'été américain, en espérant que cette équipe revienne avec le couteau entre les dents et peut-être une énième Redeem Team en 2024. On espère être au bord du terrain pour observer tout ça.